du Front National. Si c'est bien, on est toujours dans l'interrogation. Édouard Philippe qui est nommé, qu'est-ce que vous dites? C'est une bonne chose pour nous parce qu'on débauche dans l'opposition et le FN sera la vraie force d'opposition, ou bien, mince, c'est Édouard Macron qui va incarner cette France apaisée comme Marine Le Pen voulait incarner. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit, pardon? Non, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. C'est pas très... cette France apaisée que Marine Le Pen voulait incarner à l'automne dernier. Déjà, j'ai un peu de mal à faire de la politique sur les si vous voulez, parce qu'il n'est pas encore confirmé ni nommé. Alors si c'est vraiment lui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que l'UMPS n'est pas un fantasme, puisqu'on aura un Premier ministre ancien ministre de François Hollande et un Premier ministre qui sera LR, les Républicains. Et deuxièmement, ce sera un problème pour les Républicains, évidemment, puisqu'on se demandera quel sera l'intérêt, l'utilité de voter pour eux aux élections législatives, puisqu'ils auront déjà le chef du gouvernement. Dès lors, je crois que c'est très intéressant politiquement, parce que ça démontre qu'il y a bien deux camps dans cette grande recomposition aujourd'hui du paysage politique français, qui est heureux, qui est une bonne chose. Il y a le camp des mondialistes, qui va appliquer une politique, je pense, très dure, qui va faire beaucoup de mal à la France et aux Français, malheureusement. Et puis, il y a une alternative patriote en face. Olivier Véran, c'est vrai qu'en fait, finalement, si Édouard Philippe est nommé, eh bien, ça donnera raison à ceux qui disent droite, gauche, c'est la même politique. C'est un peu 2005, le référendum. Non, s'il y a deux camps, il y a le camp de l'intérêt général qui est en train de se construire aujourd'hui, puis le camp des extrêmes. Oui, il y a le camp de celles et ceux qui pensent l'Europe et qui croient que l'Europe est une chance, une richesse pour nous, qu'elle apporte la paix et qu'elle continuera d'apporter durablement la prospérité. Puis celles et ceux qui voudraient la porter au nu, jeter le bébé avec l'eau du bain et nous expliquer que tous nos problèmes viennent de l'extérieur. Encore une fois, ce à quoi on est en train d'assister, peut-être, c'est la constitution d'une majorité. Une majorité très forte, stable, comme nous ne l'avons jamais connue dans notre pays, de celles et ceux qui se retrouvent autour de socles de valeurs. Alors ce ne sont pas les valeurs du Front National, ça je peux parfaitement l'entendre, mais ce sont des valeurs qui sont largement partagées par les Français, et les premiers retours que nous avons à la fois du terrain et des enquêtes d'opinion montrent bien qu'il y a une appétence, il y a une envie de construire quelque chose pour l'intérêt général. La classe politique est au plus bas dans notre pays, 6% de popularité, 6% des Français font confiance aux politiques. Que celles et ceux qui se sont hier chamaillés, parfois oubliant qu'ils partageaient un socle de valeurs qui était plus fort que leurs différences, soient aujourd'hui capables de se retrouver derrière un président jeune, dynamique et qui porte un message d'espoir pour la France et pour l'Europe, c'est une bonne nouvelle. Alors c'est une mauvaise nouvelle pour vous, mais c'est une bonne nouvelle pour les Français. Je pense comme vous que c'est une bonne nouvelle. Moi je suis très heureux de cette recomposition. Au moins les choses sont claires. On va arrêter de faire croire qu'il y a un parti, les Républicains, et un parti UPS ou renommé En Marche, peu importe, et qui s'opposent. Les choses maintenant sont claires. Vous êtes ensemble, vous faites la même politique et vous l'assumez clairement. Moi je ne peux pas demander mieux. Ça fait des années que nous demandons la recomposition de la vie politique française sur les vrais clivages et qu'on arrête de faire croire aux Français qu'il y a une droite et une gauche qui s'opposent, qui feraient une politique différente, alors qu'on voit que c'est l'inverse. Parler de l'Europe. Oui, vous assumez, vous serez à fond pour l'Union européenne. Monsieur Macron va chercher ses ordres aujourd'hui à Berlin, comme l'ont fait ses prédécesseurs. Il appliquera une politique très dure d'austérité, d'ouverture totale des frontières, de désastre économique et social. Nous, on pense qu'on peut faire autrement, qu'on peut respecter la souveraineté des nations, qu'on peut faire de grands projets d'avenir, d'innovation, mais qui ne détruisent pas notre modèle social ni notre croissance, qu'on peut se protéger, qu'on n'est pas obligé d'accepter que ce soit la finance qui règne dans notre pays. Voilà, ça c'est un vrai débat de fond. Mais au moins les choses sont claires. Donc moi je suis très heureux si c'est Édouard Philippe et on verra si c'est quelqu'un d'autre. Édouard Philippe qui est juste sur la place de la Concorde quand même. Là on a réussi à localiser le taxi. Alors, on peut dire place de la Concorde, c'est pas très loin de l'Élysée, c'est pas très loin de Matignon, mais on va attendre encore quelques minutes. Toujours près d'un restaurant, pourquoi pas aussi, c'est l'heure. Toujours au téléphone. Tout simplement. Florian Philippot, vous dites Emmanuel Macron va aller chercher ses ordres en Allemagne, mais si Marine Le Pen avait été élue, il aurait fallu, elle l'avait promis dans son programme, négocier avec les partenaires européens avant un référendum sur la sortie de la zone euro. Donc il faut bien négocier. Si on part dès le départ en étant agressif vis-à-vis de ses partenaires, c'est compliqué. Mais M. Macron n'a l'ambition de rien négocier du tout. Vous ne l'avez pas entendu dire « je vais changer les choses » ou alors il veut juste les aggraver. Je crois qu'il veut un gouvernement de la zone euro avec un budget commun, etc. C'est-à-dire on continue dans la même veine, celle de Maastricht, vers toujours plus d'intégration. On va aller vers un budget commun, une dette commune, un impôt européen à terme et toujours de moins en moins de démocratie au niveau national. Et je crois que tout à l'heure c'est vous qui disiez ça ressemble un peu à 2005. Je suis assez d'accord. Moi je trouve que ça ressemble un peu à 2005, peu à peu ce qui est en train de se construire. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments dans la vie politique française, la vie démocratique, le débat démocratique où on a été sur les vrais enjeux et ça a donné, je le rappelle, une victoire pour le non.
c'est-à-dire une victoire pour ceux qui veulent préserver et qui veulent que la France continue et qu'elle soit là, indépendante, libre et dans un modèle économique qui soit moins destructeur. Alors comment vous expliquez que pour l'instant, une majorité de Français soit aussi frileuse à l'idée de quitter l'Union européenne et la zone euro ? On sait que c'est un débat au sein du Front National. Est-ce qu'il faut quitter ou pas la zone euro, l'Union européenne ? Mais il y a beaucoup d'enjeux. Si vous voulez, moi je pense que certains peuvent croire que c'est remplacer l'actuel par rien. C'est faux. Il s'est remplacé par une coopération entre des nations libres. Une Europe des nations libres. Voilà. Une fois que vous expliquez cela aux gens, vous leur demandez, vous préférez une Europe des nations libres ou une Europe fédérale ? Et ils vous répondent, et là aussi on a des sondages d'ailleurs, aux 2 tiers ils vous répondent une Europe des nations libres. Et il n'y a qu'un tiers qui souhaite une Europe fédérale. Voilà, donc ça c'est un enjeu, mais il faut leur expliquer aussi le côté concret de la chose. Parce que ça, ce sont des concepts, mais concrètement, ça veut dire, si on n'a pas une Europe des nations libres, on n'a pas de frontières du tout, on a une immigration massive, on a un terrorisme islamiste qui peut passer les frontières sans problème, il l'a déjà fait. On aura une politique d'austérité qui sera imposée, parce que la contrepartie de l'euro, etc., il faut le savoir, il y a une contrepartie. Et la contrepartie, les Français vont commencer à la payer malheureusement dans les mois qui viennent, avec les ordonnances sur le Code du travail, la loi El Khomri aggravée, l'augmentation de la CSG, toutes ces choses-là qui vont arriver. Donc une fois que vous expliquez les choses concrètement, on peut avoir un vrai débat de fond. Et moi, je pense que la configuration du gouvernement Macron et de son Premier ministre, peut-être Édouard Philippe, permettra ce vrai débat de fond qui fera avancer notre démocratie. Alors, avant d'entendre Olivier Véran, on rappelle que nous suivons toujours sur LCI à moto le taxi dans lequel se trouve Édouard Philippe, qui est pressenti, je dis bien pressenti, pour Matignon. Là, on se trouve près de l'Assemblée nationale. On ne connaît pas sa destination. Évidemment, certains, peut-être, envisagent... Il va peut-être à l'Assemblée nationale. Exactement, c'est possible, parce qu'il est député. Rappelons-le. C'est place voilà, on a traversé la place de la Concorde, on est sur le pont de la Concorde et devant l'Assemblée nationale. Rappelons-le, il est toujours député à cette heure. Tiens, puisqu'on parle des législatives, la place accordée au MoDem, ça vous paraît correct, Olivier Véran ? La place qui est accordée aux candidates et aux candidats investis par La République En Marche est une place qui correspond aux compétences, à l'implication sur le terrain de chacune et chacun auprès des militantes pendant la campagne présidentielle et puis au cours des prochaines semaines de campagne législative pour pouvoir porter le projet de réforme d'Emmanuel Macron. Moi, je voudrais répondre quand même à Florian Philippot parce que vous avez là le rôle habituel du prédicateur de l'apocalypse qui nous explique que l'Europe, ça va être l'effondrement, que c'est l'Europe des nations qu'il faut par rapport à l'Europe fédérale. Personne n'a parlé de fédéralisme, mais passons, oubliant que l'Europe amène la prospérité économique, oubliant que l'Europe, avant tout, effectivement, il faut l'aimer. Le plus grand danger que court l'Europe, c'est de ne plus être aimé par ses peuples. Et vous vous donnez beaucoup de mal pour la faire détester. Vous donnez beaucoup de mal pour la faire détester, mais nous avons un certain nombre de propositions concrètes pour faire aimer l'Europe. Par exemple, moi j'étais étudiant, je suis parti en stage Erasmus parce que je faisais des études de médecine. Ça n'a rien à voir. Mais si j'avais été apprenti ou en alternance, je n'aurais pas pu avoir cette chance de découvrir l'Europe. Avec Emmanuel Macron, nous enverrons des jeunes qui ne sont pas nécessairement des étudiants aller découvrir et aimer l'Europe. Moi, je le crois profondément. Ça n'a strictement rien à voir. Il faut apprendre à aimer l'Europe et vous êtes en train d'essayer de faire le contraire. D'ailleurs, si vous avez compris comment le Front National compte faire pour nous faire quitter l'Europe, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Parce que vous tombez sur un interlocuteur et vous dites une chose et son contraire. Édouard Philippe s'arrête à l'Assemblée nationale. On rappelle qu'il est député de Seine-Maritime, du Havre, et on vient de le voir à l'instant, il s'est engouffré dans une des portes qui se situe à l'arrière de l'Assemblée nationale. Et le suspense continue donc. Oui, on suivra. Comment vous interprétez ça quand même ? Parce que là, vous voyez, tout le monde est, je pense que tous les journalistes sont en train de guetter le moindre fait, geste. Alors, déclaration, il n'y en a pas d'Édouard Philippe. Pour l'opinion publique, qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion ? Édouard Philippe est parlementaire, il est aussi, dans l'hypothèse où il serait appelé à occuper des fonctions importantes, peut-être qu'il n'est pas illogique qu'il cherche à réunir les siens pour discuter, leur annoncer les choses. Je ne sais pas, là on est en train de faire des hypothèses. Je suis aussi impatient que vous, vous en doutez bien, mais si j'avais la réponse, vous l'aurez soufflé dans l'oreillette. Arlette Chabot, est-ce que Édouard Philippe peut être le cheval de Troie qui pourrait embarquer une partie des Républicains, réformateurs, proches d'une droite sociale, dans la ligne d'Alain Juppé ? Alors, je vais prolonger ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, Édouard Philippe ne veut pas y aller seul. Donc il y a des juppéistes, il y a des parlementaires. Alors hypothèse, effectivement, pourquoi pas, qu'un certain nombre d'élus, de députés se réunissent ou entendent Édouard Philippe pour décider si effectivement ils franchissent le pas. Encore une fois, il y a plusieurs situations chez les Républicains. Il y a, en gros, il y a les amis de Bruno Le Maire, il y a évidemment les amis d'Alain Juppé qui peuvent participer et soutenir la démarche d'Emmanuel Macron. Après, encore une fois, il y a plusieurs attitudes. Il y a ceux qui peuvent entrer dans le gouvernement
d'Édouard Philippe, constitué par Édouard Philippe. Sa nomination, c'est un signe, effectivement, on débloque un verrou, on peut ouvrir une porte. Donc il y en a qui peuvent entrer au gouvernement, il y en a qui peuvent décider d'être candidats aussi aux législatives, même sous le signe des Républicains, et ensuite, en fonction du résultat, soit constituer un groupe autonome à l'Assemblée, ce qui ne serait pas impossible. Et dernière hypothèse, certains qui préféreraient être candidats encore une fois, mais rejoindraient directement En Marche. En tout cas, on a bien vu, d'après la première liste qui a été publiée, que certains responsables des Républicains n'ont pas d'adversaire désigné en face d'eux, ce qui est une manière, là aussi, d'ouvrir la porte, un espace de discussion, comme l'avait dit Richard Ferrand, le responsable d'En Marche. Donc voilà, donc il y a 3 hypothèses. On rentre au gouvernement, on est candidat sous sa propre étiquette des Républicains, et ensuite on voit en fonction des résultats, ou bien il y a ceux qui pourraient rejoindre En Marche. 3 possibilités. Alors, on va retrouver Julien Arnaud.